Bonjour. Alors si vous vous souvenez, enfin, en tout cas si vous avez vu mes vidéos précédentes sur le JavaScript, on avait parlé à un moment des promesses. Donc dans la première partie comment les consommer, dans la deuxième comment créer des fonctions qui renvoient des promesses. L'objectif c'était d'arrêter d'utiliser des callbacks dans tous les sens qui rendaient le code illisible. Il y a encore une autre manière de faire qui est encore un peu... celle-là est un peu plus récente que les promesses. Les promesses ça date de l'ES6 et celle-là les fonctions asynchrones ça date de ES7 ou ES8, je sais plus, franchement j'ai un trou de mémoire. Et on va voir en fait comment ça fonctionne. Donc on va reprendre exactement la même logique que quand on avait étudié la consommation de promesses. Donc on va essayer d'avoir le même résultat, mais au lieu de passer par des promesses, on va passer par une fonction asynchrone. Alors une fonction asynchrone, alors juste pour info, ce qu'on avait la dernière fois, là j'ai juste rajouté un bouton HTML qui appelle ma fonction, hein. On avait ça, on obtenait ça. Donc une liste des départements avec un nombre de producteurs bio. Enfin, voilà. Maintenant, on va essayer de faire exactement la même chose, euh, mais avec une fonction asynchrone. Alors, pour faire une fonction asynchrone en JavaScript, c'est assez simple. Il suffit juste de préfixer la fonction par async, le mot-clé async, ou async, hein, vous dites comme vous voulez. Mais async, on peut faire tellement de choses. Euh, elle est pas terrible celle-là. J'espère que 40 barres recrute encore. Donc, on met ce mot-clé, on déclare sa fonction, on lui donne un nom. Ici, elle ne va pas prendre de paramètres, elle est juste faite pour être appelée par un bouton. Et ensuite, on va pouvoir utiliser un autre mot-clé qui est await. Le mot-clé await ne fonctionne que dans des fonctions asynchrones. D'accord? Alors, allons-y. Si je voudrais faire l'équivalent de mon fetch sur mon fichier CSV, alors je créerai une constante que j'appellerai response et où je mettrai un await fetch sur mon fichier. Le mot-clé await, il signifie quoi? Il signifie, bah écoute, tu fais ton fetch et tu attends que la réponse revienne. Et ce qui est bien, c'est que ça fonctionne même avec s'il nous renvoie des promesses, c'est-à-dire que le await va pouvoir gérer la promesse. Dans les fonctions justement utilisant des promesses, on utilisait un point zen quand tout se passe bien et un point catch quand ça se passe pas bien. Ok, donc le point catch venait récupérer l'erreur et il venait me l'afficher. Ici, en fait, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que si ça se passe bien, si la réponse est résolue, le await envoie directement la réponse dans ma variable, sans que j'ai besoin de faire de point zen. Et si ça se passe mal, il va me loguer l'erreur. Alors, on va provoquer une erreur, par exemple. Ici, je vais faire un fetch sur un truc qui n'existe pas. Je vais reprendre mon exemple de la dernière fois, avec mon Google, avec plein de hauts. Donc, hop. Si j'essaye de fetcher ça, logiquement, bah, ça ne devrait pas fonctionner. Alors, je vais d'abord, avec mon bouton, changer la fonction que j'appelle. Voilà. Donc, normalement, si je fais un fetch de ça, je vais avoir une erreur en retour. Et c'est bien le cas. J'ai bien une erreur avec le fake to fetch. Ok. Oui, en plus, je suis pas, mes corps sont pas bons. Tac. Donc, quoi qu'il arrive, il ne fetchera pas. Ouais. Donc, j'ai bien ça. C'est ah oui, HTTP déjà. On va bien l'écrire, hein, histoire de ne pas avoir des erreurs qui en fait n'en sont pas. Je relance. Voilà. Donc j'ai bien les mêmes erreurs qu'avec les promesses. C'est-à-dire qu'effectivement le get ne va pas fonctionner parce que l'URL n'existe pas. Et la promesse me renvoie son erreur. D'accord? C'est bien une erreur qui provient de la promesse que renvoie fetch. Ok? Donc on est bien dans la même situation que le catch ici, sans que j'ai besoin de l'écrire. Et ça c'est quand même plutôt cool. Ensuite, si je voulais continuer, alors on va mettre notre data2.csv pour la suite. Si je voulais continuer ma logique de code après le retour d'une promesse, je mettais un point zen et j'enchaînais, ce qui était déjà pas mal. Là, comme je vous l'ai dit, le point zen, il n'est pas nécessaire, parce que le await, il le fait d'une certaine manière. Il attend la réponse, et si la réponse est bonne, si c'est résolu, il l'envoie dans réponse. Et si c'est pas bon comme on l'a vu, eh ben, il nous fait un point catch, enfin il nous fait l'équivalent du catch, et il nous affiche l'erreur qui est dans la promesse. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais, comme la dernière fois, donc
j'en suis toujours là. Je vais stocker mes résultats dans dans du texte. Ok. Donc je vais faire un const data qui est en fait égal à response.text. Comme je vous l'avais dit à l'époque, le texte renvoie lui aussi une promesse. Donc si ça fonctionne, la promesse est résolue. Si ça ne fonctionne pas, elle n'est pas résolue. Donc même chose, dans ma fonction avec les promesses basiques, je fais un point zen après ça, vu que j'ai une promesse résolue, donc je continue mon traitement. Et bien là, j'en ai pas besoin non plus. Si je fais un console.log de mes data, hop, je vais en fait avoir... ouais, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut peut-être que je sauvegarde avant de faire un F5. Je fais mon petit F5 et voilà. Là, j'ai bien ici le résultat de ma promesse avec mes données qui sont dedans. C'est assez simple, mais ça fonctionne. Et ah oui, par contre, ce que je vais faire, là je suis toujours en pending parce que en fait, j'ai pas reçu le retour de la réponse. Je vois la promesse. Si je rajoute le mot-clé await qui dit si tout se passe bien, tu stockes ça dans data, là je vais vraiment avoir le texte qui s'affiche. Petit point de détail, mais au moins cette petite erreur de ma part nous a permis de constater la différence. Si je mets pas le await, globalement il m'affiche la promesse. Hop, on est bien là. On est bien sur une promesse qui est en cours. Et comme j'ai rien qui traite la réponse, eh ben, il est toujours avec la valeur de la promesse, machin, bidule. Elle est certes dans un statut résolu, mais je n'ai rien qui traite la réponse. Donc cette réponse que je suis censé recevoir, comme j'ai pas le mot-clé await ou que j'ai pas de zen, elle se met nulle part. Rien qu'en rajoutant le mot-clé await, hop, il comprend qu'une fois qu'il a résolu la promesse, ben, il doit stocker les infos qu'il a trouvées dans data. Et là, c'est quand même beaucoup mieux. Ok, donc en 2 lignes de code, j'en suis arrivé ici. J'ai fait cette partie-là, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, ce que je faisais après, c'est que je splittais mon fichier, c'est-à-dire que j'ai indiqué quelles étaient mes lignes, quelles étaient mes colonnes. Alors je vais faire la même chose. Hop, hop. Donc je vais créer une constante que je vais peut-être appeler rose pour ligne. Donc je crée ma constante avec mes lignes machin bidule et ensuite je fais ma logique, c'est-à-dire je parcours mes lignes et à chaque fois qu'il me trouve les colonnes qui m'intéressent, souvenez-vous c'était les colonnes d'indice 3 et d'indice 6, je les affiche dans mon console. Voilà. Et logiquement, est-ce que c'est mis à jour ou pas? Toujours d'autres. Voilà, logiquement, j'obtiens bien les informations qui m'intéressent, à savoir le numéro de département, le nombre de producteurs. Ce qui fait que j'appelle la fonction getDataAsync ou getDataWithPromise, j'ai exactement le même résultat. Voilà, j'ai tout pareil. Ça fait exactement la même chose. La seule différence, bah, elle est dans le nombre de lignes de code que j'ai dû taper. Là, en gros, j'en ai 16-17. Et ici, ça va être 14 à 22. Et ici, j'en ai 8. J'ai 2 fois moins de lignes de code pour une fonction qui fait exactement la même chose et qui est tout aussi lisible. Une fois qu'on a compris ce que fait await, on comprend très bien que d'abord on fait ça, si c'est bon, on le stocke là-dedans. Une fois qu'on l'a stocké là-dedans, on le transforme en texte, si c'est bon, on le stocke là-dedans, et après on traite les données pour pouvoir les afficher de façon correcte. Donc en 2 fois moins de lignes de code, je fais exactement la même chose. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a la même façon de gérer les erreurs, c'est-à-dire que c'est implicite, j'ai plus besoin de mettre mon catch à la fin. Le catch est implicite, à partir du moment où il y a await, s'il y a une erreur, il me le renverra. Il fera l'équivalent du catch et il me l'affichera. Donc voilà, ça c'est les fonctions asynchrones en JavaScript. À titre personnel, moi j'aime beaucoup parce que ça va plus vite. Hein. Ça va plus vite, je trouve que c'est plus propre, c'est plus lisible et c'est mieux. Enfin voilà, c'est juste mieux.
J'espère que cette vidéo vous intéressait, que vous aurez appris au moins deux trois petits trucs et je vous dis à bientôt.